pose. Comment traduire concrètement cette ambition en projet, en investissement et en création de valeur? C'est précisément l'objet de notre premier panel intitulé « Investissement et innovation au service du développement des filières agroalimentaires ». Pour enrichir nos échanges, nous aurons le plaisir d'écouter des intervenants de grande qualité, issus d'institutions et d'organisations engagées dans le développement du secteur. Et afin de garantir la fluidité de nos échanges et de permettre à chacun de s'exprimer dans les meilleures conditions, je prie chaque intervenant de respecter une durée de 10 minutes pour sa présentation. J'ai ainsi le plaisir d'inviter les intervenants du premier panel à bien vouloir nous rejoindre sur scène. Voilà, Monsieur Amjad Kiti, Madame Naïma Moter, Madame Hanan. J'aurai l'immense plaisir justement de vous présenter tout à l'heure. Monsieur El Faten. Mesdames et messieurs, comme évoqué tout à l'heure, le développement des filières agroalimentaires repose sur des leviers fondamentaux. Excusez-moi, monsieur Lagadi, oui, on vous attend. Je vous en prie. Voilà, donc le développement des filières agroalimentaires repose sur des leviers fondamentaux, au premier rang desquels figure l'investissement structurant et orienté. Investir ne consiste pas uniquement à mobiliser des ressources financières, mais à identifier des écosystèmes porteurs, comprendre les dynamiques territoriales et s'appuyer sur des dispositifs d'accompagnement efficaces. Dans cette logique, les centres régionaux d'investissement jouent un rôle clé en facilitant l'accès à l'information, en accompagnant les porteurs de projets et en structurant une offre territoriale attractive et compétitive. Nous allons à présent approfondir ces éléments à travers une intervention consacrée aux programmes et dispositifs d'appui aux investissements. Cette intervention apportera un éclairage concret sur le poids du secteur agrobusiness dans les investissements privés, les atouts territoriaux favorisant l'investissement dans cet écosystème, les incitations et programmes d'accompagnement portés par le CERI et ses partenaires, et au final, les opportunités d'investissement offertes au niveau régional. Pour nous présenter ces éléments, j'ai le plaisir d'inviter M. Amjad Kiti, le directeur du pôle offre territoriale au Centre régional d'investissement et d'oriental, à bien vouloir prendre la parole. M. Amjad, à vous la parole. Salam alaikum. Salam alaikum wa rahmatullah. Très bien. Donc au nom du CRI, donc le Centre régional d'investissement de la région Fès-Meknès, donc j'ai le plaisir de faire cette intervention rapidement. Je crois que je ne vais pas m'étaler sur l'amont de l'agrobusiness qui est l'agriculture parce que la région d'Yannar, Fès-Meknès, elle est très connue donc par ses atouts justement agricoles. Il suffit de dire que nous sommes le premier pôle agricole du Maroc. Et Madame Fatine a dit quelque chose de très intéressant lors de son introduction, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes sur une perspective de compétitivité, de complémentarité entre les régions. Et aujourd'hui, la région de Fès-Meknès a bien su cibler ces secteurs porteurs et stratégiques. Et aujourd'hui, l'agrobusiness, avec bien sûr l'agriculture en amont et aussi les plantes médicinales aromatiques, en font un écosystème très porteur sur lequel la région mise aujourd'hui. Donc, si nous parcourons rapidement quelques slides, mais bien sûr le plus important par la suite, ce sera d'échanger dessus. Le CRI se mobilise aujourd'hui en tant que guichet unique pour l'investissement. On contribue bien évidemment à la planification et au développement. Donc, quand j'ai parlé des écosystèmes porteurs, ça en fait partie. Notre mission aussi, c'est d'accélérer les procédures et d'aider l'investisseur donc de bout en bout, depuis l'idéation et la formulation de son projet, en passant bien sûr par les procédures administratives jusqu'à l'identification du foncier, jusqu'à l'accompagnement post-création. Et bien entendu, il y a aussi un accompagnement post-création et on intervient aussi pour de la conciliation entre les administrations à l'amiable, bien entendu. Parlons
chiffres. Aujourd'hui, la région Fès-Meknès connaît une bonne dynamique grâce justement à l'intervention de tout l'écosystème, donc y inclut le centre régional d'investissement, mais aussi avec les autres partenaires. Donc, pas besoin de les citer à force d'oublier peut-être certains, mais là, il y a une bonne synergie entre les acteurs qui a fait que durant l'année dernière, les investissements ont plus que doublé. Et au-delà justement de ce chiffre qui est 104-105% de croissance, je crois qu'il y a un chiffre très important aussi à signaler ici, c'est que l'agro-industrie contribue justement à cette croissance. Donc aujourd'hui, nous avons fait quasiment 1,5 milliard d'investissements privés, je dis bien investissements privés, sur l'agro-business, avec une croissance de 71% par rapport à une année d'avant. Donc c'est important, mais je vais vous dire quelque chose, c'est juste le début, Inch'Allah. C'est juste le début, pourquoi? Parce que nous avons, alhamdoulilah, un écosystème qui est très favorable à l'investissement en agro-business. J'ai parlé, et lors de leurs allocutions, ça a été amplement dit que justement nous disposons de tous les atouts. Donc on a parlé de 20,3% de contribution au PIB agricole du Royaume, et ça c'est important. Il y a un chiffre aussi qui est important à signaler, c'est la superficie agricole utile. On est troisième, mais proportionnellement, on est leader en termes de, proportionnellement à la superficie bien entendu, on est leader en termes de superficie agricole utile avec 1,2 million d'hectares. Ça, c'est un chiffre qui a son sens. Au-delà aussi, et je mettrai ça en premier, c'est le capital humain qualifié, grâce aux universités, mais aussi à des pôles de compétitivité dédiés à l'agro-business. Je parle bien entendu du Calipol, je parle du pôle Olivier, je parle de l'Agrinova et j'en passe, il y a aussi l'Agritech. Nous avons justement toute la légitimité de proclamer notre compétitivité sur cet écosystème qui est l'agro-business. Un élément aussi important qu'on n'avait pas avant et qu'on a pu mobiliser, c'est le foncier. Donc avant, il y avait l'agropolis avec quasiment 140 hectares. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous informer que une extension sur 116 hectares pour rien que la partie agro-business a été justement validée et une zone d'accélération industrielle a été décrétée effectivement, donc il y a quasiment 4-5 mois, sur 100 hectares. Ces 100 hectares incluent 70 hectares généralistes. Je parle rien que l'agropolis, mais au-delà, il y a aussi la zone d'accélération industrielle de la région Fès-Meknès qui est au niveau de Ain Chouek, donc qui s'ajoute aussi. Et il y a aussi un projet qui a été aussi décrété à l'échelle de Fès pour une zone d'accélération industrielle. Alhamdoulilah, les travaux ils ont commencé, et ça c'est important. Donc on décrète, on passe à l'action, et aujourd'hui la construction elle est faite. Je parle du projet international donc, sur le textile de 2,3 milliards de dirhams. Et donc, les travaux ont commencé. Revenons justement à l'agro-business qui nous intéresse le plus. J'ai parlé de cet écosystème avec ses atouts importants. Il y a un autre atout important, c'est que nous avons aussi un écosystème d'acteurs qui se sont installés et qui sont en pleine extension. Je ne vais pas aller encore une fois à force par souci d'oublier quelques-uns. Nous avons un écosystème qui s'installe et qui est en pleine extension. On a vu les chiffres. Pourquoi investir à Fès-Meknès? Et pourquoi investir à Meknès particulièrement? On a parlé de l'amont agricole, de la contribution au niveau de la région. Il y a même des cartographies que vous pouvez avoir, donc qui sont mises en ligne par rapport aux atouts, par rapport, vous voyez en bas, donc les productions importantes de la région Fès-Meknès, ce sont en termes de grignons, en termes de cerisiers, en termes de céréales et j'en passe, donc où la région se distingue. Nous avons aussi un approvisionnement qui est sécurisé et aussi durable pour l'industrie, et ça aussi c'est parmi les besoins d'un investisseur national ou international. Ce qu'il cherche, c'est de la stabilité, c'est du foncier, un prix compétitif, c'est le cas. Aujourd'hui nous sommes
2 à 3 fois plus intéressant que d'autres axes au niveau national, avec les mêmes standards, donc les standards de l'agropole. Et qu'est-ce qu'ils cherchent d'autre? C'est de la main-d'œuvre qualifiée dédiée. C'est ce que nous avons au niveau de la région Fès-Meknès. Cette cartographie, je ne vais pas m'y attarder parce qu'on m'a obligé donc, de ne pas trop déborder. Donc c'est quelque chose qui est en ligne, mais ça démontre les richesses justement de la région en termes de culture, donc en amont. Et toutes ces cultures, bien sûr, grâce à cet écosystème, nous pouvons les transformer facilement. Je vais parler très spontanément. Aujourd'hui, nous avons plus que 2 tiers d'IEL et capres. On a le green, on a les céréales, on est premier, on a les cerises. On peut faire de la transformation avec de la valeur ajoutée. Et ça, c'est l'objectif justement de tout l'écosystème avec justement le centre régional d'investissement. C'est d'avoir de la valeur ajoutée. C'est pas juste d'exporter en brut, mais de transformer, c'est ça l'agrobusiness, et d'avoir plus de valeur ajoutée. J'ai parlé tout à l'heure de l'agropole. Pour votre information, l'agropole, avec justement son extension, elle est à une fourchette de 450 à 500 dirhams, qui est un prix 2 à 3 fois plus intéressant que des régions comme Tanger et Casa. Et ça, c'est important. Avec l'agropole, nous avons aujourd'hui la possibilité d'être sur une partie normale, une zone industrielle normale, comme on peut, avec le décret justement de la zone d'accélération industrielle que j'ai mentionné, d'être sur une zone d'accélération et exporter donc à l'étranger. L'agropolis, ça me donne de Meknès, encore une fois, les chiffres ont été déjà mentionnés et donc j'en ai parlé aussi, je ne vais pas trop m'attarder, j'ai juste envie de mentionner quelque chose de très important, c'est cette proximité de l'autoroute. On est à 4 km d'autoroute, on est au milieu des ports. Bientôt, avec Nador, on sera aussi à 3 heures de Nador. Je dis Nador et l'autoroute qui est en cours. De Kenitra, on est à 1h45, si ma mémoire est bonne, 1h50, ok. Et c'est très important, on est aussi à côté de l'aéroport. Franchement, c'est un atout donc très compétitif pour la région. Donc j'ai parlé du décret, j'ai parlé des extensions. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes aussi en train de travailler sur les plans pour la première tranche Inch'Allah. Et bientôt, ça verra le jour. Comme le projet FES, ça a vu le jour très rapidement, et ça s'est concrétisé aujourd'hui. Inch'Allah, l'agropolis va voir le jour très rapidement. Je parle d'extension, mais alhamdoulilah, il y a le temps. Parlons, et j'ai bientôt fini. Il me reste donc le cadre incitatif et les programmes. Le cadre incitatif, au-delà justement donc les dispositifs incitatifs liés spécifiquement à l'agriculture, et là je parle du fonds justement de développement agricole qui touche aussi en aval l'agrobusiness en partie, et au-delà justement des fonds d'IEL Maroc PME qui ont été mentionnés à maintes reprises, je vais peut-être parler de l'investissement et du ministère donc de l'investissement qui offre aujourd'hui la charte d'investissement qui est très transparente. Un investisseur aujourd'hui peut faire une simulation par rapport à la prime qu'il peut avoir très rapidement dès qu'on a les KPI, l'emploi, CAPEX, etc. On peut déduire quelle est la prime, qui peut aller jusqu'à 30%. Et ce qui est important à savoir, c'est que, connaissant un peu le mécanisme de cette prime, sur la région Fès-Meknès, on a plus de chances et de probabilités de tendre vers ces 30%. À l'âge. Parce que la prime territoriale, elle est minimum de 10%, contrairement à l'axe Kenitra-Tanger qui est de 0. Donc aujourd'hui, au niveau d'IEL Fès-Meknès, on a minimum 10%, voire 15%. Elle est garantie. C'est la prime territoriale. Je parle bien entendu du dispositif principal. En plus de la prime territoriale, nous avons aussi une prime sectorielle, 5% qui s'ajoute. Sachant que l'agrobusiness, il est un écosystème stratégique pour le Maroc et pour la région spécifiquement. Donc que ce soit pour le dispositif principal comme pour le dispositif TPME, les 5% sont garantis. Et bien sûr, il y a d'autres primes, c'est ce qu'on appelle les primes communes. Là, pour le cas des TPME, donc il y a une prime qui est liée, le CAPEX lié à l'emploi. On a encore plus et grâce à la région, on peut aller facilement tendre vers les 30%. Si vous voulez scanner ce code QR, ça va vous permettre d'aller sur un simulateur
qui vous donne en quelques secondes, peut-être une minute, une simulation de la prime d'investissement pour votre projet. Mais il y a mieux encore, vous pouvez venir au CRI, on peut personnaliser même votre projet s'il est encore en phase d'idéation. Je finis sur ce slide. C'est les dispositifs d'accompagnement. Dispositifs d'accompagnement, on a mentionné ici les dispositifs d'accompagnement qui sont dédiés donc aux investisseurs, aux porteurs de projets dans l'agro-business. Alhamdoulilah, des projets qui ciblent toutes les composantes ou tous les segments de la matrice. Il y a les coopératives, les femmes entrepreneurs. Il y a Sidati Moukawila pour les femmes, il y a Fouaj pour les TPME, mais aussi les porteurs de projets. On a aussi développé des espaces en collaboration avec les banques, avec l'ANAPEC, et j'en passe tout cela pour accélérer les procédures et être un guichet unique, Inch'Allah, pour vous accompagner dans vos projets. Je finis avec ce code QR qui vous donne des opportunités d'investissement réelles sur la région Fès-Meknès. Le CRI, sur la base des écosystèmes qui ont été définis, a développé une banque à projet de plus de 90 opportunités d'investissement. Il suffit de scanner ce code QR et vous atterrissez sur cette base et je vous remercie. Je vous remercie, M. Kitty, pour cette intervention très riche et particulièrement éclairante, qui met en perspective le rôle déterminant de l'investissement ainsi que les leviers d'attractivité territoriale dans le développement de l'écosystème agroalimentaire. Vous avez notamment souligné l'importance des dispositifs d'accompagnement et des opportunités d'investissement qui constituent aujourd'hui un socle essentiel pour structurer et dynamiser les initiatives dans ce secteur. Toutefois, au-delà de l'investissement, une autre dimension apparaît tout aussi stratégique: le développement structuré des filières agricoles et la valorisation des produits. En effet, c'est en renforçant l'organisation des filières et en améliorant la transformation et la valorisation des productions que l'on parvient à créer davantage de valeur et à renforcer la compétitivité globale du secteur. C'est précisément l'objet de l'intervention qui va suivre, intitulée « Développement des filières agricoles et valorisation des produits ». Pour nous apporter cet éclairage, j'ai le plaisir d'inviter Madame Naïma Moter, chef de la division de l'agrobusiness relevant de la direction du développement des filières de production auprès du ministère de l'Agriculture et de la Pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, à bien vouloir prendre la parole. Nous vous écoutons, Madame. Merci beaucoup, Madame Fatih. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier la Chambre de commerce de nous avoir invités à participer à cette première édition de ce symposium et surtout pour le choix de la thématique dont l'importance n'est pas à démontrer. Donc, voilà. Donc, avant de parler des perspectives et des enjeux de développement du secteur de l'agroalimentaire, il s'avère prioritaire de donner un petit aperçu sur la situation actuelle du secteur agricole marocain et également du secteur de l'agroalimentaire. Donc, l'importance du secteur agricole au Maroc n'est pas à démontrer. Donc, c'est un secteur qui a beaucoup d'impact sur le plan socio-économique, et ça en raison de plusieurs atouts dont dispose notre pays, en particulier l'importance de la superficie agricole utile qui dépasse les 9 millions d'hectares, dont 1,6 million d'hectares en irrigués. Nous avons des infrastructures hydro-agricoles très développées avec près de 148 barrages. Et nous avons également une diversité des filières agricoles, que ce soit animales ou végétales. Donc tout ceci, il nous permet, le secteur agricole, il contribue avec plus de 19% dans le produit intérieur brut national. Il permet la création de plus de 40% de l'emploi national, avec l'emploi rural, 80% au niveau du milieu rural, et on contribue à 13% pour les exportations. Donc ce secteur, il nous permet d'assurer une sécurité alimentaire et parfois même d'atteindre une autosuffisance de 100% pour certains produits tels que le lait ou certains fruits et légumes.
Donc, le secteur agricole et agroalimentaire sont deux secteurs qui sont étroitement liés. Et donc, le secteur agroalimentaire aussi, il a une grande importance. Donc, il regroupe près de 2600 unités. Il permet une création d'emplois qui dépasse les 200 000 emplois, un chiffre d'affaires qui dépasse les 190 milliards de dirhams et qui représente 21% du chiffre d'affaires national. C'est un secteur qui nous permet de créer une valeur ajoutée qui dépasse les 50 milliards de dirhams et qui représente 24% de la valeur ajoutée du secteur industriel national. Et bien sûr, c'est un secteur qui présente un grand potentiel d'exportation. Donc, afin de pouvoir assurer le développement durable de ces acquis qu'on a pu développer aussi bien sur le secteur agricole que sur le secteur agroalimentaire, la stratégie Génération Green pour la période 2020-2030 est venue pour consolider les acquis et donc avec deux fondements qui sont intimement liés. Le fondement humain qui a donné une grande priorité pour le développement de l'humain et l'amélioration des conditions de vie au niveau du milieu rural et également un deuxième fondement qui constitue à pérenniser le développement agricole et qui a touché tous les maillons de la filière, des filières agricoles en fixant des objectifs. Donc concernant l'amont agricole, donc la stratégie Génération Green a fixé des objectifs très ambitieux à l'horizon 2030 pour les différentes filières. Nous avons donné ici, à titre d'exemple, 4 principales filières qui sont les olives, le lait, les fruits et légumes et les viandes. Tout simplement pour montrer les prévisions très importantes qui sont prévues à l'horizon 2030 pour la production de ces filières. Et donc, qui dit une augmentation de la production, dit qu'on aura un gap très important qu'on doit déployer au niveau de la valorisation. Et donc, on doit assurer une intégration étroite entre l'amont et l'aval des filières. Je vais laisser cette diapo en dernier parce que j'ai fait un petit changement. Donc, pour concrétiser les actions prévues dans le cadre de la Génération Green, donc le ministère a conclu 20 contrats programmes pour les principales filières entre l'État et les interprofessions. Ces contrats programmes prévoient un développement de l'ensemble des maillons de la chaîne de valeur, depuis les intrants jusqu'à la commercialisation, en passant bien entendu par le développement de la production et de la valorisation. Donc pour la valorisation ou le développement du secteur de l'agroalimentaire, objet de notre symposium d'aujourd'hui, le ministère s'est fixé comme objectif l'atteinte d'un taux de valorisation de 70% à l'horizon 2030. Et pour cela, plusieurs chantiers ont été mis en place ou renforcés. On cite les subventions qui sont accordées aux investisseurs dans le cadre du Fonds de développement agricole pour la mise en place des unités ou l'extension ou leur mise à niveau. On va donner un petit aperçu par la suite. Il y a la mise en place des agropoles qui constituent des plateformes intégrées et qui offrent aux industriels des conditions adéquates pour la mise en place de leurs projets. Il y a également la modernisation des circuits de commercialisation. Un grand chantier a été lancé par les départements ministériels concernés pour la modernisation des circuits de commercialisation, tout ce qui est marché de gros et abattoirs, pour assurer une bonne qualité des produits et une bonne traçabilité. Pour les petits agriculteurs, comme a été signalé par Monsieur le secrétaire d'État auprès du ministère du Commerce, nous avons lancé également d'autres chantiers, comme l'agrégation agricole, qui constitue un modèle fédérateur qui fédère les petits agriculteurs autour d'un grand industriel qui dispose d'une unité pour les accompagner et pour assurer la transformation de leurs produits. Le ministère dans le cadre des projets solidaires, elle met en place des unités de valorisation au profit des petits agriculteurs et des coopératives pour leur permettre également la valorisation de leurs produits et pour leur permettre de profiter de la valeur ajoutée sans pour autant oublier toutes les mesures transverses dont bénéficie le secteur, la recherche-développement, l'innovation et la normalisation.
Donc, concernant les subventions accordées par le ministère de l'Agriculture, il y a d'importantes aides qui sont octroyées aux investisseurs du secteur agroalimentaire. C'est des subventions dont les taux et les plafonds varient selon l'activité. Je ne vais pas tarder sur ça pour pouvoir respecter le temps qui m'est imparti. Donc, mais par la suite, on va partager avec vous un code QR qui peut, à travers lequel vous pouvez télécharger le livret qui détaille l'ensemble des subventions accordées dans le cadre du FDA. Donc nous avons des subventions pour le stockage et conditionnement des produits agricoles, pour les activités de transformation des produits végétaux, des subventions pour les activités d'abattage et de valorisation des produits agricoles et également des subventions pour toutes les activités de valorisation des sous-produits. Un grand chantier qui a été également lancé et qui a contribué d'une manière très importante à l'amélioration du secteur de l'agroalimentaire, c'est la mise en place des agropoles qui constituent des plateformes intégrées au profit des investisseurs qui leur offrent des lots pour la mise en place de leur unité, mais c'est un espace qui regroupe sur le même espace les entreprises de l'agroalimentaire, de services, logistiques, mais également, pour assurer un accompagnement de proximité, le ministère de l'Agriculture a mis en place des canipoles alimentation au sein de chaque agropole qui sont constituées des représentations de l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique, de l'ONSA, l'Office national de la sécurité sanitaire, et de Morocco Foodex pour tout ce qui est exportation, mais également des espaces communs comme des salles de conférences et des ateliers pour assurer toutes les conférences et toutes les activités d'animation au profit des industriels. À titre pilote, et au niveau de l'agropolis de Meknès et de Berkane, qui sont les premiers à être aménagés, nous avons mis en place des centres d'innovation agroalimentaire au profit des start-up et très petites entreprises. On va voir une slide par la suite sur ces centres. Donc, à date d'aujourd'hui, nous avons 5 agropoles qui sont déjà aménagés, 2 autres qui sont en cours, c'est Drab et House qui sont en cours, et 5 au niveau de Meknès, Berkane, Limellel, Larache et Sousse. Voilà. Donc, ces agropoles sont déjà aménagés, la commercialisation elle est lancée. À date d'aujourd'hui, on a commercialisé 73% de la superficie nette de ces 5 agropoles pour les tranches qui sont déjà aménagées. Et donc, nous avons à date d'aujourd'hui 426 projets. Donc 426 investisseurs qui ont pu avoir des lots au sein de ces agropoles. Nous avons certains qui ont déjà commencé leurs activités, d'autres qui sont en cours de construction et les autres qui vont venir. Donc pour stimuler l'innovation dans le secteur de l'agroalimentaire, nous avons mis en place des centres d'innovation agroalimentaire qui sont composés d'une cellule d'analyse ARDI, des laboratoires, pour assurer tous les tests et les analyses nécessaires, une halle technologique qui est équipée par du matériel, tout le matériel nécessaire dont auront besoin les start-up et les petites et moyennes entreprises pour tester leurs produits ou pour de nouveaux procédés innovants. Une cellule de formation, une cellule d'administration et d'accompagnement et un incubateur au profit des jeunes start-up. Donc je vais... Donc, on peut dire aujourd'hui que le secteur de l'agroalimentaire constitue un climat d'investissement très important au profit des investisseurs nationaux et internationaux, et ce en raison du potentiel de production très important qu'offre le Maroc, permettant aux industriels d'avoir une matière première suffisante et en qualité, une infrastructure d'accueil. On vient de voir les agropoles qui sont mis à la disposition des investisseurs au niveau des principaux bassins de production. Nous avons des accords préférentiels avec plusieurs pays et qui sont le résultat des accords de libre-échange conclus entre le Maroc et les autres pays.
Le Maroc dispose aujourd'hui d'une infrastructure logistique très importante, lui permettant d'assurer des échanges très importants avec les différents pays. Donc nous avons des infrastructures portuaires, un réseau routier qui est très développé, et également le Maroc dispose d'un point qui est très important, c'est une main-d'œuvre disponible, qualifiée, qui a une expertise prouvée en matière de développement de l'agroalimentaire et qui sont dans la plupart des cas des lauréats des instituts de recherche et de formation des ingénieurs et des techniciens agroalimentaires. Donc pour terminer, et vu qu'on est aujourd'hui à la 18e édition du SIAM, on est à Meknès, et vu que la région de Fès-Meknès constitue un bassin de production par excellence, avec une diversité des différents produits, donc nous avons jugé opportun de faire des propositions concrètes pour des projets d'investissement au niveau de la région. Donc la filière des fruits et légumes, elle constitue vraiment un créneau très important pour les investisseurs. C'est une filière qui connaît une demande accrue de ces produits, surtout avec les changements des habitudes alimentaires. Nous avons également l'oignon. La région de Fès-Meknès est la première région de point de vue production d'oignons, mais malheureusement, la conservation de l'oignon se fait toujours d'une manière traditionnelle, enregistrant ainsi des pertes énormes, d'où la nécessité d'inciter et d'encourager les investisseurs à mettre en place des unités modernes de stockage d'oignons et même de transformation d'oignons, par exemple en poudre ou en lamelles ou en conserve. Également, nous avons fait 2 propositions pour la valorisation des sous-produits. Donc les sous-produits aujourd'hui, il y a vraiment intérêt à faire un effort énorme, et ce dans le cadre d'une économie circulaire, pour contribuer à la protection de l'environnement, pour contribuer à diminuer l'empreinte carbone. Donc nous avons proposé ici deux produits, mais c'est général pour tous les sous-produits. Donc nous avons proposé la valorisation des sous-produits olicoles. La région de Meknès est connue par sa production. Excusez-moi, pardon. Voilà, pour conclure sur ce point, si vous le permettez. Juste pour avoir l'équilibre des échanges, vous allez conclure sur ce point si c'est possible. Oui, ça y est, je vais conclure. Donc, on peut encourager la valorisation des sous-produits olicoles, donc surtout les grillons pour la production de l'huile raffinée, du grillon, du combustible, aliments de bétail. Et un point qui est très important, c'est la valorisation des sous-produits, des abattoirs. Aujourd'hui, le Maroc a lancé un chantier très important pour la modernisation des abattoirs. Il ne faut pas se concentrer uniquement sur la production d'une viande de qualité, mais également il y a un grand chantier à exploiter en matière de valorisation des sous-produits, notamment les os, le sang, les carcasses mortes, les cornes, pour la production de l'aliment pour chiens et chats, pour la fertilisation et également pour l'extraction des huiles essentielles. Donc je vous remercie et on partage avec vous ici un code QR aussi pour les gens qui veulent télécharger le livret des subventions accordées par le ministère dans le cadre du Fonds de développement agricole. Et merci. Je vous remercie Madame Auter pour cet éclairage très riche et pertinent sur le développement des filières agricoles et la valorisation des produits qui constituent des leviers essentiels de création de valeur au sein de l'écosystème agroalimentaire. Nous poursuivons ce panel consacré à l'investissement et à l'innovation, avec une intervention particulièrement attendue portant sur un levier clé de transformation de notre tissu industriel. Dans la continuité de ces échanges, une question clé se pose. Comment soutenir concrètement l'innovation et accompagner financièrement les projets à fort potentiel dans l'agrobusiness? L'innovation aujourd'hui ne se limite plus à un facteur de différenciation. Elle est devenue un véritable levier de compétitivité, de transformation industrielle et de montée en gamme des filières. Elle nécessite à ce titre des dispositifs de soutien adaptés, capables d'accompagner les entreprises dans leur démarche de recherche, de développement et d'industrialisation. C'est précisément l'objet de l'intervention qui va suivre, intitulée « Fonds de soutien à l'innovation, financement d'innovation dans l'agrobusiness ». J'ai le plaisir de donner la parole à M. Mbouchaïd El-Fatten, chef de la division des plateformes technologiques et des clusters, expert reconnu dans les domaines de l'industrie et de l'agro-industrie au sein du ministère de l'Industrie. M. Fatten a contribué activement à la conception et à la mise en œuvre de plusieurs programmes structurants
visant le développement et de l'innovation industrielle, l'accompagnement des investissements productifs et le renforcement de la compétitivité des entreprises marocaines. Il va nous présenter aujourd'hui le programme du Fonds d'innovation industrielle, un dispositif stratégique destiné à soutenir les projets innovants et à encourager la recherche et développement appliqué. Une intervention qui va nous permettre de mieux comprendre les leviers concrets de financement de l'innovation de notre écosystème. Nous vous écoutons, monsieur. À vous la parole. Ça commence mal. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour. L'objet de mon intervention sera focalisé uniquement sur le dispositif de financement mis en place par notre ministère pour renforcer l'écosystème d'innovation nationale. Il y en a d'autres instruments qu'on a mis en place pour stimuler l'innovation. Donc, permettez-moi, avant d'entrer au cœur de mon intervention, de commencer par une histoire, donc celle d'une petite et moyenne entreprise industrielle marocaine qui avait une idée simple mais ambitieuse, développer un produit innovant capable de remplacer des importations et de répondre à un besoin local. L'idée était là, les compétences aussi. Mais très vite, elle s'est heurtée à une réalité que beaucoup d'entreprises connaissent. Comment financer un prototype, comment tester un produit et comment passer du laboratoire à l'usine. Et surtout, comment prendre ce risque quand les ressources sont limitées. Cette histoire n'est pas un cas isolé. Elle reflète une problématique structurelle de notre tissu industriel. Le passage de l'idée à l'industrialisation reste le maillon le plus fragile de l'innovation. C'est précisément pour répondre à ce défi, le Maroc a fait un choix stratégique. Placer l'innovation et la R&D au cœur de son modèle de développement industriel. Comme l'a souligné Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu le glorifie, nous devons bâtir une économie fondée sur les connaissances, l'innovation et la compétitivité. Revenons à notre petite et moyenne entreprise. Imaginons aujourd'hui qu'il bénéficie d'un dispositif qui lui permet de financer ses études techniques, de développer son prototype, de réaliser des tests au laboratoire, puis de lancer une ligne pilote et enfin de tester son produit sur le marché. Ce qui était auparavant un parcours incertain devient un processus structuré et sécurisé. C'est exactement ce que propose le programme d'appui à l'innovation industrielle. À travers le Fonds de soutien à l'innovation, nous avons mis en place un dispositif qui accompagne les entreprises de bout en bout. Concrètement, cela signifie que l'on ne finance pas seulement une idée, on accompagne un projet jusqu'à sa transformation en produit industriel. Et le Fonds de soutien à l'innovation permet de soutenir 100 projets par an avec un budget alloué annuellement de 300 millions de dirhams sur la période 2026-2028. Et ce programme s'articule autour de 3 offres. Il y a l'offre 1 qui est relative à l'appui, à la valorisation de brevets, avec un soutien financier à hauteur de 80%, plafonné à 1 million de dirhams. Le deuxième offre relative à l'appui à la R&D innovation industrielle, avec un soutien financier de 60%, plafonné à 4 millions de dirhams. Et le troisième offre relatif à l'industrialisation dans la phase pilote,
avec un soutien financier à hauteur de 30%, plafonné à 5 millions de dirhams. Prenons quelques exemples très concrets. Une start-up industrielle qui développe un capteur intelligent pour optimiser la consommation énergétique dans les usines. Grâce au programme, il peut financer son prototype et valider sa technologie. Une entreprise agro-industrielle qui souhaite valoriser un produit local en développant une nouvelle gamme. Grâce au programme, il peut financer ses essais, ses études et son lancement pilote. Une PME industrielle qui veut améliorer son processus de production via des solutions digitales. Grâce au programme, il peut investir dans des outils, de tester, de déployer progressivement. Et dans chacun de ces cas, l'innovation devient concrète, mesurable et industrialisable. Et pour revenir à notre PME de début, avec ce type de dispositif, elle n'est plus seule face à l'incertitude, elle dispose d'un cadre d'accompagnement et d'un levier financier pour transformer son idée en succès industriel. Et demain, cette PME peut devenir un fournisseur local stratégique, un acteur exportateur, voire un leader sur son segment. Et pour conclure, pour ne pas tarder, l'innovation est souvent perçue comme un risque. Notre modèle aujourd'hui est de transformer ce risque en opportunité. Le programme d'appui à l'innovation industrielle est un outil concret. Pour y parvenir, il traduit une ambition claire, faire de l'innovation un moteur réel de souveraineté, de compétitivité et de croissance. Et surtout faire en sorte que les idées marocaines deviennent des solutions industrielles et de succès économique. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur Faten, pour cette intervention concise et très pertinente sur les mécanismes de soutien à l'innovation et les dispositifs de financement dédiés à l'agrobusiness. Nous comprenons à quel point l'innovation constitue un levier déterminant pour accompagner la transformation et la montée en gamme des filières agroalimentaires. Toutefois, au-delà de l'investissement et de l'innovation, un enjeu majeur s'impose aujourd'hui. Renforcer durablement l'attractivité et la compétitivité des filières de transformation, en particulier dans le secteur stratégique des fruits et légumes. Dans un contexte de concurrence accrue, de normalisation des marchés et d'exigences croissantes en matière de qualité et de valeur ajoutée, ces filières doivent continuellement s'adapter, se moderniser et se positionner sur des segments à plus forte valeur ajoutée. C'est précisément l'objet de l'intervention qui va suivre, intitulée « Attractivité et compétitivité des filières agroalimentaires de transformation de fruits et légumes, quel enjeu ?» Pour nous apporter cet éclairage, j'ai le plaisir d'inviter M. Abdeltef Al-Bedi, directeur de la Fédération des industries de la conserve des produits agricoles du Maroc, à bien vouloir prendre la parole. Une intervention qui nous permettra de mieux comprendre les défis et les leviers de compétitivité au cœur de cette filière stratégique. Nous vous écoutons, M. Al-Bedi. Bonjour tout le monde. D'abord, je tiens à remercier la Chambre pour l'invitation qui nous a été adressée pour participer à ce symposium, qui est très important parce que c'est la première édition et nous vous souhaitons, Inch'Allah, plein succès pour les futures éditions, pour une thématique aussi importante qui est la filière agroalimentaire, qui est dans des enjeux et des perspectives très importantes. Et donc, avec tous les changements qui s'opèrent au niveau des marchés internationaux, au niveau géopolitique. Alors, j'ai essayé de zoomer sur les filières de fruits et légumes, pour lesquels la région de Fès Meknès constitue un atout important et dispose d'un potentiel énorme, et qu'il y a beaucoup de, comme l'a été dit ce matin par M. le ministre, il a un potentiel énorme
que ce soit de valorisation ou d'exploitation. Donc rapidement, je vais rappeler que la FICOPAM, c'est la première fédération agroalimentaire au Maroc. Elle a été créée en 1967 et s'occupait de tout ce qui est conserve, donc les fruits et légumes et également les produits de la mer. Donc nous sommes une quarantaine d'entreprises qui sont dans cette fédération. Et donc il y a beaucoup de dossiers que nous suivons pour défendre les intérêts des acteurs et également de trouver des solutions aux problématiques, que ce soit techniques, économiques, réglementaires ou autres. Alors, pour les produits qui constituent le noyau des activités des opérateurs, donc nous avons la première filière, c'est la filière des olives de table. Comme vous savez, la filière au Maroc elle est très importante. Cette année, heureusement, avec les conditions climatiques favorables, nous avons eu 2 millions de tonnes d'olives. Et donc, toute la production des opérateurs, il est destiné à l'exportation. Le marché local, il reçoit très peu. Et que tout ce que nous trouvons au niveau du marché local, ça passe par des circuits traditionnels et artisanaux. Et donc, il y a un besoin important de valorisation en interne parce que la consommation locale de ce produit n'est pas très développée. Le deuxième secteur d'activité, c'est les capes. Les capes, c'est un secteur qui est très important également au niveau de la région de Glace et qui est appelé à se développer dans l'avenir parce que le Maroc, comme pour les olives de table, le Maroc se situe dans le top 5, le top 3 des principaux producteurs et exportateurs de ce produit. Pour les capes, le Maroc a été toujours le premier producteur et exportateur mondial et donc il y a une demande mondiale croissante qu'on doit saisir l'occasion pour nous élargir au niveau des marchés internationaux. C'est un secteur important pour la filière des fruits et légumes. Donc il y a tout ce qui est fruits transformés, donc on trouve tout ce qui est les jus, les confitures, les produits surgelés, et pour lequel il y a une exportation très importante et une demande très importante au niveau du marché local. Également pour les légumes, il y a également une demande intérieure très importante, donc on trouve tout ce qui est conserve de tomates, les sauces, les condiments, et pour lesquels il y a des investissements importants qui ont été réalisés au cours des dernières années, parce qu'il y a une demande interne très, très croissante, avec le changement des habitudes alimentaires. Et puis les derniers secteurs, c'est le secteur des épices et pommes, également le fruits secs. Et pour les épices, donc le Maroc, qui était producteur et exportateur de ce produit, il y a une baisse de la production avec un accroissement important des importations. Donc globalement, le secteur des fruits et légumes transformés, il constitue une infrastructure très importante qui a un maillage au niveau national, donc ils sont présents dans toutes les régions. Il a une contribution très significative au niveau du PIB agro-industriel, une source de devises importante, à peu près 6 milliards de dirhams, et avec un potentiel pratiquement nul. Bien sûr, son ancrage dans l'agriculture fait qu'il y a beaucoup de création d'emplois au niveau de l'agriculture et de l'industrie, et puis il contribue à la sécurité alimentaire pour tous ces produits. Le Maroc n'a pas de problème au niveau de la souveraineté alimentaire. Donc, alors pour les contraintes, comme tout secteur industriel ou agro-industriel, donc il y a un nombre de contraintes qui freinent le développement de ce secteur, notamment ces 5 dernières années où le Maroc a été confronté au problème de la sécheresse et des changements climatiques. Et comme ce secteur il s'approvisionne principalement de la matière première locale, donc il avait un impact très direct sur les entreprises qui ont vu leur activité baisser de presque 40%, et qu'on espère qu'avec les pluies qui étaient cette année, les choses reprennent et l'activité se développe davantage. Il y avait également beaucoup d'investissements qui ont été réalisés en construction d'unités et de mise à niveau, dans le cadre du contrat programme de l'agro-industrie qui a été signé entre 2017 et 2021, et que ce soit dans le domaine de la valorisation des produits ou également des sous-produits.
Il y a également la concurrence des produits importés, notamment ceux issus des pays qui sont avec des accords d'association ou de libre-échange avec le Maroc et qui posent des problèmes pour l'industrie nationale. L'autre élément, c'est le positionnement international. Le Maroc est bien positionné à l'export parce qu'il y a une expérience pratiquement de 5 décennies que le Maroc, avec des pays, comme on a été dit par M. le ministre, que ce soit des pays traditionnels comme l'Union européenne, la France, l'Espagne et d'autres, ou là de nouveaux marchés comme les États-Unis, le Canada, le Maroc se positionne bien, mais il y a toujours de nouveaux arrivants et qu'il doit se préparer surtout par rapport à la compétitivité. Il y a des pays qui offrent des prix très compétitifs et nous devons faire l'effort de nous améliorer, de nous adapter, de réduire nos coûts, surtout qu'il y a des coûts, par exemple pour la matière première locale. On achetait des olives de table à 5 dirhams, maintenant on les achetait par la suite à 15 dirhams. Heureusement, cette année, ils sont revenus à 7 dirhams. Donc le coût de la matière première, les coûts liés à toute la partie logistique, les autres coûts de manutention et emballage également, font que, ajouter cette année le produit de la main-d'œuvre qui a beaucoup augmenté, à cela, le Maroc est appelé à faire beaucoup plus de gymnastique, d'efforts pour se positionner à l'échelle internationale. Mais le Maroc, il a l'atout de la qualité de ses produits. C'est des produits de très haute qualité, ils sont très appréciés, même s'ils sont présentés à des prix plus élevés que les autres concurrents, il arrive à passer. Il y a aussi un autre problème, ce problème du secteur informel. On le trouve partout, surtout au plan agricole et la partie industrielle. Les intermédiaires, ils agissent, donc ils enrichissent les prix, ils détériorent la qualité, et ça pèse sur la rentabilité de ces industries. Et puis l'autre élément, c'est la partie RD, innovation, où il y a un effort important à faire pour aller de l'avant. Concernant les enjeux, je rappelle le contexte, c'est que surtout au cours des 2 dernières décennies, l'État a fait un effort colossal en matière d'investissement pour soutenir le secteur privé, également mettre en place un certain nombre de mécanismes pour encourager d'ailleurs les collègues qui m'ont précédé, ils ont présenté ce mécanisme. Il y avait tous les contrats programmes, que ce soit au niveau du ministère de l'Agriculture pour donner la visibilité aux filières, que ce soit au niveau du ministère de l'Industrie pour la partie agro-industrie. Et donc ça a permis de donner un élan très fort à ce secteur. Donc il y avait un accroissement important de la production, une extension des infrastructures de valorisation et des capacités d'exportation. L'autre élément, c'est le contexte géopolitique mondial. D'ailleurs, on le vit depuis quelques mois. Les problèmes du fret, le problème du carburant, la hausse des prix, l'instabilité d'approvisionnement. Les entreprises qui attendent des marchandises arrivées pour demain livrer vers des destinations, ils sont confrontés à des délais. Donc vraiment, le contexte n'est pas très favorable au niveau international. Et puis tout l'impératif lié à la durabilité des écosystèmes, donc tous les problèmes liés à la nécessité de résilience au changement climatique. Et puis le marché mondial, comme il a été dit par M. le ministre, c'est un marché il y a un potentiel très énorme d'exportation, que ce soit à cause de l'accroissement démographique ou également à cause des changements des habitudes alimentaires qui font qu'il y a toujours plus de possibilités de produire et d'exporter. Donc les enjeux, c'est comment mieux intégrer la main agricole à la main industrielle, la souveraineté alimentaire qui se pose moins pour les problèmes que j'ai cités, pour les produits que j'ai cités, mais bon, dans d'autres secteurs il est plus important. Donc les aspects environnementaux, notamment tout ce qui est décarbonation, parce qu'il y a des accords où il y a des mécanismes qui sont mis en place au niveau de certains pays comme l'Union européenne, que le Maroc doit s'y mettre pour s'adapter à ces changements. Et donc tout un certain nombre d'actions de mise à niveau qui doivent être mises en place. Et enfin, l'adaptation des produits exportés aux normes des pays de destination, donc que ce soit le marché européen ou le marché américain ou autre, il y a des réglementations, il y a un certain nombre de freins
qui font que vraiment on va être à jour. Il faut qu'il y ait une veille permanente pour qu'il y ait moins de problèmes. Alors pour les leviers. Excusez-moi, c'est le dit. Juste pour préserver l'équilibre des échanges, je vous propose de conclure sur ce point, si vous le permettez. D'accord. Donc, rapidement, les leviers, donc c'est l'intégration de l'amont-aval, l'investissement, donc on souhaite à ce qu'un nouveau contrat programme pour le secteur agroalimentaire voit le jour. Le marché intérieur il est très peu développé, donc c'est pour cet produit qu'il faut promouvoir. Bien sûr, la protection de la production nationale vis-à-vis des importations, la promotion des exportations et les autres aspects, notamment le développement durable. Et je vous remercie. Alors, je vous remercie, M. Labadi, pour cette intervention très éclairante. Vous avez mis en évidence avec beaucoup de pertinence les enjeux majeurs auxquels font face les filières de transformation des fruits et légumes, ainsi que les contraintes structurelles qui peuvent freiner leur développement. Vous avez également souligné les principaux leviers d'action indispensables pour renforcer leur attractivité et leur compétitivité dans un environnement de plus en plus exigeant. Dans cette dynamique, un facteur clé apparaît comme déterminant la qualité et la disponibilité des infrastructures d'accueil agro-industrielles. En effet, le développement des filières ne peut se concevoir sans des espaces adaptés, structurés et intégrés, capables d'accueillir les investissements, de faciliter l'industrialisation et de soutenir la montée en gamme des activités. C'est précisément l'objet de l'intervention qui va suivre, intitulée « Infrastructure d'accueil agro-industriel, levier du développement de la filière ». J'ai le plaisir de donner la parole à Mme Hanal Yousfi, directrice du développement des écosystèmes industriels et agro-industriels au sein de Medz, Société d'aménagement et de développement des industriels et logistiques. Une intervention qui nous permettra de mieux comprendre comment les infrastructures peuvent devenir un véritable catalyseur du développement industriel agroalimentaire. À vous la parole, Mme Hanal. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis ravie de participer à ce symposium organisé par la Chambre de commerce et de l'industrie de la région Fès-Meknès, auprès bien sûr de nos amis du ministère de l'Industrie, de l'Agriculture et le Centre régional d'investissement. Tout d'abord, je voudrais vous présenter brièvement la société Medz. Donc, c'est une société anonyme à capital public, c'est une filiale du groupe CDG dans la branche développement territorial et elle a comme mission l'aménagement, le développement et la gestion de zones d'activité économique. Donc, tout d'abord, Medz, elle a accompagné dès le début les stratégies de mise en œuvre, c'est-à-dire de l'État, des stratégies sectorielles, la mise en œuvre des stratégies sectorielles de l'État, notamment la stratégie Génération Green, qui justement se spécialise. Parmi ces actions, c'est le développement de ces agropoles et également la stratégie d'accélération industrielle. Donc aujourd'hui, Medz a réalisé 16 zones industrielles qui sont réparties sur 8 régions et donc qui totalisent aujourd'hui 2600 hectares aménagés. Donc ces parcs accueillent plus de 500 clients et ont permis la génération de plus de 110 000 emplois créés. Alors, la chaîne de valeur de notre intervention, elle s'articule autour de 5 leviers, c'est-à-dire la conception et l'incubation des zones, l'aménagement, le développement, la promotion et la commercialisation, et la gestion et animation, bien sûr avec une offre flexible et à la carte, donc incluant des lots de terrain viabilisés, des bâtiments clés aux mains et des plateaux bureaux, la gestion et l'animation des parcs, ainsi qu'une offre de maîtrise d'ouvrage déléguée et d'assistance à maître d'ouvrage. Alors avant de rentrer dans le détail de la zone agropolis, on va un peu voir plus en précisant, puisqu'on est dans la ville de Meknès, j'aimerais revenir un peu à l'origine
des agropoles. Et donc, en fait, ils sont issus de la stratégie Maroc Vert qui a été lancée en 2008 par le ministère de l'Agriculture et qui a été appuyée par la stratégie Génération Green en 2020. Donc, elle avait comme objectif bien sûr le développement de la croissance et l'emploi du marché porteur, encourager les activités créatrices de valeur et dynamiser l'économie des régions, puis renforcer l'exportation du Maroc. Bien sûr, ça s'est traduit par la réalisation d'agropoles, de plateformes aussi logistiques dans le secteur et également de pôles de recherche et développement. Donc ainsi, il y a eu 7 agropoles qui ont été programmés dans les principaux bassins agricoles du Maroc et 4 de ces agropoles ont été réalisés par la société Medz. Alors les 4 agropoles réalisés par la société Medz, ils sont situés dans des zones stratégiques, bien réfléchies, de manière à être accessibles au réseau logistique, à savoir les autoroutes, les ports, les aéroports, et bien sûr également aux infrastructures d'alimentation en électricité, en eau potable et assainissement. Donc aujourd'hui, en fait, chaque zone fait à peu près 150 hectares, une moyenne de 150 hectares, qui ont été réalisés par tranches successives de 50 hectares pour pouvoir, c'est-à-dire répondre de manière progressive aux besoins du marché et à la demande du marché. Les premières phases réalisées à ce jour comptabilisent une superficie de 278 hectares qui abrite plus de 251 entreprises ayant comme impact 14 300 emplois et à peu près 14 300 emplois et bien sûr 5 milliards d'investissements induits. Donc Medz a également des perspectives de développement pour bien sûr accompagner la dynamique et les besoins du secteur agro-industriel. Et dans ce sens, on a lancé 110 hectares d'extension dans les zones existantes, à savoir dans la zone de l'agropole de Berkane, on a une deuxième tranche de 20 hectares qui aujourd'hui a été réalisée et qui est en phase de réception. Pour l'agropole qu'on a à Larache, Bloukous, on a également lancé, après la réussite de la première tranche des 50 hectares qui ont été livrés en 2023, on lance prochainement, le mois de mai, une deuxième tranche de 50 hectares. Et bien sûr, dans la ville de Meknès, on a également une nouvelle zone, mais cette fois-ci avec une casquette de zone d'accélération industrielle qui est orientée vers les investisseurs qui s'intéressent à tout ce qui est export. Et c'est une nouvelle aussi parce qu'aujourd'hui, c'est une zone d'accélération industrielle qui est généraliste et où même les investisseurs de l'agro-industrie peuvent s'implanter et bénéficier des avantages fiscaux d'une ZAI. Alors bien sûr avec des deadlines de livraison entre 2026 et 2028. Donc par rapport à l'agropolis de Meknès, donc c'est d'ailleurs le premier agropole réalisé au Maroc. Il fait 140 hectares. Et bien sûr, il est dédié aux filières du céréal, les fruits et légumes, c'est-à-dire l'olive, tout ce qui est produit phare du périmètre du CEIS. Donc aujourd'hui, l'étude de positionnement en est partie sur des lots qui varient entre 700 à 60 000 m² pour pouvoir répondre aussi bien aux demandes de petites entreprises qu'aux grandes entreprises dans la zone. Donc justement, il a été réfléchi d'une façon très intégrée et durable. Donc il constitue un hub qui regroupe l'ensemble des facteurs de clés de
de compétitivité. Donc on peut voir sur le plan, la partie blanche, c'est l'agropolis existant aujourd'hui et qui comprend 6 hectares du Calipol réalisé par le ministère de l'Agriculture. On a également un bâtiment d'accueil où on a des plateaux bureaux, un business center et des services d'accompagnement comme la restauration. Et bien sûr, comme on peut le voir, le projet il est bien situé près aux côtés de l'autoroute qui fait Rabat-Oujda. Et de l'autre côté, on a bien sûr la partie recherche, développement et formation qui est vraiment nettoyer nos projets. Alors pour les extensions futures, nous avons également, qui est aujourd'hui en cours d'étude, un marché de gros régional. Nous avons une zone logistique qui est en bleu, bien sûr l'extension de l'agropolis qui est en vert, et la zone d'accélération industrielle dont on a parlé, qui va servir pour tout ce qui est tous les investisseurs qui visent l'export. Alors je vais revenir un peu sur l'offre en général. Donc on a parlé d'une offre de l'eau pour la PME, PMI, des offres de services, des plateaux bureaux, une offre de formation à travers l'École nationale de l'agriculture, l'Institut national de recherche et agronomique, et bien sûr l'IAV, l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II, qui est situé à Rabat. Et donc tous ces organismes sortent des profils qui sont très qualifiés dans le secteur agro-industriel, des profils d'ingénieurs et de techniciens. Alors pour la partie pôle de compétitivité, je pense que Madame Monter a bien présenté, c'est-à-dire le Calipol qui regroupe les services des établissements autonomes, de l'ANSA et de l'INRA. Donc pour accompagner toute cette dynamique, il y a le ministère de l'Agriculture avec les investisseurs et les organismes de recherche et formation ont initié la création d'un pôle de compétitivité qui est l'Agrinova, et bien sûr qui se charge de l'animation et la formation du pôle, le déploiement d'outils de veille stratégiques et technologiques, le développement de partenariats avec des clusters internationaux et la contribution au développement économique et territorial, puis la promotion et la gestion du centre d'innovation agroalimentaire qui a été déjà détaillé dans la présentation de Madame. Alors pour revenir au projet Agropolis, donc aujourd'hui, il est commercialisé aujourd'hui à hauteur de 70%, c'est-à-dire les 100 hectares ont été 140 hectares ont été commercialisés à hauteur de 70%. Bien sûr, auprès d'investisseurs nationaux et internationaux, nous avons même 40% d'investisseurs de différentes nationalités, de nationalités étrangères. Et pour un investissement qui a été programmé pour la zone de 360 millions de dirhams, ça nous a permis de générer aujourd'hui plus de 1,9 milliard d'investissements induits par les industriels, et bien sûr de créer 3600 emplois. Et là, je ne parle que de la partie agro-industrielle, parce qu'on a aussi le district automobile aujourd'hui. C'est un secteur, bien sûr, qui est à forte valeur ajoutée, donc on est pratiquement à 10 000 emplois créés aujourd'hui. Donc c'est la partie qui va être étendue pour la zone d'accélération industrielle. Donc, par rapport à l'Agropolis, donc les 50 entreprises qui sont installées aujourd'hui, ils couvrent à peu près l'ensemble de la chaîne de valeur agro-industrielle en termes d'activité. Donc, on trouve les engrais, les produits phytosanitaires, c'est-à-dire tous les intrants agricoles. On a les produits de transformation, l'activité de transformation. On a également l'industrie support à la chaîne de valeur, comme les machinistes, les tuyaux, les PVC, les plastiques et les accessoires. On trouve également l'activité d'emballage, l'activité logistique et de distribution, et on a bien sûr les services et la maintenance. Donc bien sûr,
Oui, vous pouvez livrer l'échange, encore une fois. Est-ce que ce serait possible de conclure sur ce point? Alors, juste pour parler de la gouvernance, donc les projets des agropoles ont toujours été réalisés en partenariat avec l'État, dans un modèle public-privé, pour avoir, c'est-à-dire avec une approche collaborative et partenariale. Donc ça commence par la réalisation d'un protocole d'accord qui permet d'étudier et de sortir les montages financiers et juridiques pour pouvoir avoir et clôturer des conventions de mise en œuvre. Alors tout ça pour pouvoir avoir des offres compétitives et attrayantes avec des prix de lots de sortie qui sont intéressants pour les investisseurs. Bon, je vais passer rapidement sur la gestion qui est un point important et qu'aujourd'hui la loi 102/21 exige que les zones soient gérées par les aménageurs-développeurs à travers la création d'associations d'investisseurs qui doivent participer à l'animation, à la gestion des zones, moyennant des participations, des cotisations qui peuvent aller de 4 jusqu'à 8 dirhams par mètre carré par an, pour permettre aux zones de rester leur durabilité et qu'ils restent en bon état. Alors là, je passe rapidement parce que mes amis ont pu parler des différentes incitations et cadres légaux que le Maroc a mis en place pour la promotion de l'investissement au Maroc en général et dans les zones industrielles en particulier. Bien sûr, il y a le Centre régional d'investissement qui représente un outil d'accompagnement pour les différents investisseurs. Là, je vous présente quelques investisseurs nationaux, internationaux qui ont fait confiance à Medz et qui sont de différentes nationalités. Et puis, je conclurai par vous inviter à notre stand qui aujourd'hui se trouve dans le pavillon institutionnel. C'est le stand du groupe CDG où vous pouvez rencontrer l'équipe Medz et avoir plus d'informations sur les différents projets. Et même pour les intéressés, on peut même organiser des visites pour le projet Agropolis qui se trouve à Meknès. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame Yousfi, pour cette intervention très riche et pertinente. Vous avez mis en évidence le rôle déterminant des infrastructures d'accueil agro-industrielles en tant que levier structurant du développement des filières, en soulignant bien entendu leur contribution à l'attractivité des territoires, à la facilitation de l'investissement et à l'émergence d'écosystèmes industriels performants. Une vision qui confirme que la qualité des infrastructures constitue un facteur clé pour accompagner la transformation et la montée en gamme de l'agrobusiness. Alors, mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de ce premier panel dont les échanges ont été particulièrement riches et structurants. Permettez-moi de remercier chaleureusement l'ensemble des intervenants pour la qualité de leurs contributions, la pertinence de leurs analyses et la vision qu'ils ont partagée avec nous. Ce panel aura notamment mis en évidence un point essentiel. Le développement des filières agroalimentaires repose sur une combinaison cohérente d'investissement, d'innovation, de structuration et d'infrastructures adaptées. Ces leviers constituent aujourd'hui le socle d'un écosystème compétitif capable de créer de la valeur et de soutenir une croissance durable. J'invite l'ensemble des intervenants du premier panel à présent, si vous le permettez, à bien vouloir... Oui. L'Estilante, Mazel a le deuxième panel et après on aura le débat. Ne vous inquiétez pas. Donc voilà, j'invite l'ensemble des intervenants à bien vouloir regagner la salle et prendre place parmi l'assistance sous vos applaudissements. Merci beaucoup.